Bonsoir à tous. On va commencer cette conférence. Alors, pour commencer, je vais commencer par parler de l'association. Cette conférence est organisée par l'association Sorbonne Antique. On est une association culturelle étudiante qui a pour but de promouvoir l'Antiquité sous toutes ses formes. On organise périodiquement beaucoup d'événements différents. Des conférences comme celle-ci, mais également des visites de musées, des expositions photos et le gros voyage de l'année. Pour cette conférence, on est dans le cadre d'un cycle de conférences sur le sport dans l'Antiquité pour se placer dans le thème des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu l'année prochaine. Pour rentrer un peu dans le cadre de l'actualité, on a décidé de faire un cycle de conférences sur le sport. Et celui qui va démarrer ce cycle de conférence, c'est M. Franck Péteux, qui est professeur d'histoire grecque à Sorbonne Université. Je laisse la parole pour présenter cette conférence je vous reverrai lors des questions. Bonne soirée. Merci bien. Alors, le format qui m'a été donné est un format court, 1 heure. J'ai mis mon chronomètre. Parce que l'enjeu, c'est pas de vous proposer une conférence à proprement parler, c'est de proposer autour de quelques grandes questions liées au sport, questions qui sont affichées et que je vais reprendre, des façons de penser le sport. Donc je ne vais pas vous proposer une histoire des concours, grecs, romains, égyptiens ou d'autres civilisations, mais je vais vous proposer un regard, personnel peut-être, mais un regard sur des pratiques dites sportives dans des civilisations de l'Antiquité, et en posant en permanence, et je laisse faire avec vous, en vous sollicitant la question de ce que ce sport est devenu, ou bien ce que nous, on reprend de ce sport antique dans l'imaginaire moderne. Et j'ai, ma dernière question, posé la question d'une supercherie, car finalement, peut-être qu'il reste bien peu de ce sport antique dans les pratiques modernes. Alors, je m'explique aussi par rapport au titre de la conférence, parce que quand j'ai cherché un titre et qu'on m'a proposé, qu'on m'a demandé un titre, je me suis dit, c'est plus que du sport qu'il faut que je fasse. Donc, More Than a Game, pour certains, vous connaissez mieux que moi, c'est l'évocation d'un film, mais c'est aussi, et si vous reprenez le terme du sport et des slogans de marques de sport, on retrouve énormément de pratiques autour du sport qui dit que c'est bien plus qu'un simple sport, la pratique dont on parle. Un petit exemple, Not Just a Game, là aussi repris par Adidas, ou bien même dans un film qui évoque la question de la politisation du sport. C'est ça que je voudrais faire avec vous, c'est-à-dire de vous proposer à dépasser la simple pratique des activités athlétiques et sportives de l'Antiquité pour se poser la question de ce que ça représentait, et pour eux, et pour nous. Et donc, à travers quelques questions, j'espère pouvoir vous montrer combien cette thématique est une thématique riche d'enseignement et davantage même de questions que d'enseignement. Alors je vais commencer par une simple question. C'est quoi ce sport antique dont j'aimerais vous parler et est-ce qu'on peut déjà en donner une définition claire pour savoir de quoi on parle? Est-ce que c'est un concours? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que ce sont des pratiques physiques à vocation de divertissement? Qu'est-ce qu'on inclut dans l'Antiquité, dans ce qu'on appellerait, nous, un sport? La question n'est pas simple. Pour commencer, je vous propose une définition qui sera restrictive pour éviter d'aller trop loin ce soir. D'abord, je distingue pour moi les activités qui donnent lieu à des concours, et dans le monde grec particulièrement, mais pas seulement. Le monde romain est un monde également de confrontation et de palmarès. Les termes sont anciens. Et le concours, c'est une activité qui donne lieu à un classement et à un prix pour uniquement le vainqueur. Donc c'est une compétition qui peut avoir pour sujet des épreuves athlétiques hippiques, c'est-à-dire de course, de lancer ou de lutte, ou bien des épreuves hippiques. Les Grecs et les Romains aiment courir sur tout type d'animaux, du cheval jusqu'à la mule. Donc on court avec des supports animaliers tirant des chars ou des cavaliers, très particuliers parfois. Je vais même vous présenter des courses d'autruches. Eh oui, vous verrez comment je les insère. Mais donc on peut aussi avoir des autruches et des courses d'autruches. Donc, tout ça est lieu à concours. D'autre part, on a beaucoup dans l'imaginaire ancien d'épreuves athlétiques qui sont des épreuves qui ne sont pas des concours, mais qui sont de l'ordre du divertissement, c'est-à-dire du jeu. Du simple jeu, voire de l'entraînement, de la préparation par le sport à
une activité, une tâche. On pense notamment à la guerre. Le sport, préparation militaire, pour endurcir les corps, a été envisagé dès l'Antiquité comme une forme majeure de la pratique athlétique. Alors, de quel sport vais-je parler? De quel sport allons-nous parler ensemble? 3 activités, donc 2 sont immédiatement visibles, je les ai déjà données. Les épreuves athlétiques, lorsque un individu, à titre individuel, se confronte à d'autres à pied ou en utilisant des objets, et donc c'est ce qu'on appelle, nous, l'athlétisme. Mais je remarque déjà que beaucoup des épreuves athlétiques modernes n'existaient pas dans l'Antiquité. On ne sentait pas en hauteur. Le saut à la perche, drôle d'idée pour les anciens. En revanche, les anciens adoraient les épreuves d'affrontement physique de toute forme, de la simple boxe, en passant par la lutte, jusqu'au pugilat et au pancrace, c'est-à-dire des épreuves qui sont du MMA pour nous. Tout est possible, jusqu'à ce que l'adversaire abandonne le combat. Quelques rares règles interdisent des prises trop dangereuses, mais sinon, tout est envisageable pour que l'adversaire abandonne. Le monde ancien conserve énormément de scènes hippiques, car c'est l'épreuve reine, avec la course simple des athlètes, c'est l'épreuve reine car c'est la plus coûteuse, c'est celle où donc les puissants se manifestent et où ils peuvent engager de nombreux attelages. Ce n'est pas un individu qui possède un attelage, c'est s'il en a les moyens, il peut engager 5, 10, 15 chars de course dans la même course. Et donc on a des épreuves qui vont être biaisées très rapidement parce que l'empereur romain, quand il arrive, il est capable d'engager tous les équipages. Donc il gagne nécessairement la course. Alors, aux marges de ces épreuves, certaines nous posent problème. Les anciens mettaient la danse dans les activités sportives, considérant, dès la formation des enfants, que les épreuves de danse étaient à la fois religieuses et physiques, et qu'il y avait des concours de danse. Parmi les épreuves de danse, une d'entre elles est bien connue des historiens, c'est la danse qu'on appelle la pyrrhique. Il manque un H, P-Y-2-R, H-I-Q-U-E. C'est une course, enfin c'est une danse où un athlète, performateur, je vais l'appeler comme ça, un performeur, armé d'un équipement de guerrier, une cuirasse, un casque et un bouclier parfois, se livre à une danse sous la forme d'un affrontement imaginaire contre des adversaires invisibles. On est donc à la limite de la démonstration des arts martiaux que nous connaissons et des épreuves armées qui n'ont rien de sportive. Donc on est dans une préparation sous la forme d'une danse, la pyrrhique, dont l'imaginaire revient à la mythologie. Un héros se serait livré à une danse face à des monstres et on copie cette danse dans les sanctuaires et par des concours. Les anciens appellent ça un sport. Vous voyez la limite, car pour nous, on est dans une épreuve d'un type que j'arrive difficilement à qualifier entre la performance et les arts martiaux. Où est-on exactement? Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est la question de la pratique. Puisqu'on on a identifié l'objet, j'aimerais identifier la fonction. À quoi ça sert dans l'Antiquité? Comment s'était perçue cette pratique du sport? Pourquoi pratiquer des épreuves qui vont amener dans les questions suivantes à se poser la question de la tenue du sportif, de la fonction des hommes et des femmes face au sport et de leurs limites, et puis du dopage, et enfin de la représentation du sport antique à l'époque moderne. D'après vous, et je vous sollicite, vous avez forcément des idées, quelle est la fonction, quelles sont les fonctions de ces pratiques sportives antiques? Je vais ensuite prendre des exemples à Rome, en Égypte et en Grèce pour essayer de varier les points de vue. J'ai vu une main se lever, on vous écoute. L'émulation, c'est-à-dire la confrontation. Donc c'est d'être le premier, puisque c'est une forme de mise en avant des meilleurs, montrer dans l'activité qu'on est Aristos, excellent, c'est ça. Je prends le terme grec, mais on le trouve aussi à Rome. Hein. Dès qu'il y a concours, il y a émulation pour être le meilleur. Mais donc ça veut dire une sorte de gloire individuelle. On est fier soi-même d'avoir remporté une épreuve auprès du maître de lutte ou bien devant ses amis adultes dans une palestre. Donc ça peut être privé. Oui. D'accord. Donc on est dans des cadres privés ou publics et on veut être pour le meilleur. Donc si vous êtes comme moi, vous avez l'esprit ludique, mais vous aimez gagner, l'émulation est immédiate. Le sport, c'est d'abord ça. Il faut aimer se dépasser, mais il faut surtout aimer dépasser les autres. Donc l'émulation, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres formes? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Ils sont nombreux. Alors, l'affaire religieuse, sans aucun problème, bien sûr.
Dans le monde grec particulièrement, les pratiques sportives sont toujours connotées avec les sanctuaires et on s'entraîne pour des concours, et les concours sont religieux. Donc la forme religieuse des sports nous échappe dorénavant, car je l'ai bien appris, les concours de l'olympisme moderne sont des concours où la religion et la politique n'ont pas leur place. Ce sont des concours ouverts et universalistes. Donc le sport a perdu sa fonction religieuse, quasi cultuelle, depuis l'Antiquité jusqu'au temps présent. Il y a d'autres fonctions. Je vous annonce une également, c'est le principe et le point de départ des sports grecs. C'est d'abord pour honorer les morts. Donc à l'occasion des premières funérailles dans l'Iliade, Achille honore Patrocle, son ami, par des confrontations des héros grecs en l'honneur du mort, chacun s'affrontant avec les autres et recevant un prix des mains d'Achille qui dote le concours. C'est un concours privé qui est devenu, dit-on, le modèle des concours olympiques grecs. Je vais un petit peu plus loin, si vous me permettez. C'est surtout une pratique des élites, le sport antique. Et on va se poser la question à un moment, puisque j'ai posé la question pour les hommes et les femmes, de la place dans cette activité des moins riches, de ceux qui n'ont pas de temps à consacrer au sport. Le sport est d'abord un loisir, et ce loisir, on le voit encore plus, je prendrai quelques exemples, quand les puissants font du sport. Les puissants, Pharaon, l'empereur romain et certains magistrats dans les cités grecques. Je continue, je vais un petit peu plus loin. Le monde grec le connaît moins bien, mais le monde romain l'a mis en scène, c'est le sport divertissement. Ce sport divertissement pour un public, pour un spectateur. À Olympie, quand les athlètes tous les 4 ans viennent à Olympie, et je souhaite ne pas parler que d'Olympie ce soir, mais c'est un vrai sujet, le public est très nombreux. On a estimé qu'il y avait même jusqu'à 40 000 personnes, tous des hommes, qui assistaient à ces concours sur une petite semaine. Les concours d'Olympie durent 5 jours, tous les 4 ans. 40 000 personnes à Olympie, un monde plein dans cette petite plaine. Et les spectateurs du Circus Maximus, ils sont bien plus nombreux que ça, puisque ce sont plusieurs dizaines de milliers, et le Circus Maximus à Rome a été agrandi jusqu'à, je n'ai pas vérifié, je crois près de 100 000 places dans son état tardif. On a redescend les gradins. Et donc ce spectacle auquel on assiste, sans être soi-même sportif, c'est une nouveauté romaine. On vient assister à des spectacles d'activités sportives. On vient au stade, on vient au Circus Maximus. Et puis enfin, rejoignant l'émulation, il y a cette question de la pratique éducative. Donc ce sport pour apprendre un métier des armes, pour les femmes, pour apprendre un métier, le métier d'épouse et de mère qui demande un endurcissement des corps. Le sport comme, dans les écoles actuelles, et c'est très récent, une pratique physique de l'enfant et de l'adolescent. Le sport à l'école, c'est tout récent, ça date des années 1880-1900. Ça a été imposé par Pierre de Coubertin dans les écoles françaises, sur le modèle anglais et allemand. Sinon, les Français pensaient que le sport était tout à fait inutile pour s'éduquer. Quelle drôle d'idée, ce loisir, dans une pratique éducative. Alors, ce qui nous manque, et ma liste s'arrêtera là pour l'instant, ce qui nous manque, c'est que nos pratiques sportives contemporaines sont aussi des pratiques de présentation de son corps. On fait du sport pour soi, on fait du sport et les marques de sport qui cherchent à nous vendre des produits liés au sport le mettent très en scène. C'est pour le bien-être, parfois même pour maigrir. Choisissez bien votre sport si vous souhaitez maigrir, parce que les sports de force vont vous faire prendre de la masse musculaire et donc du poids. C'est pas le meilleur. Donc, sport et bien-être, c'est pas l'imaginaire ancien. On fait pas du sport pour le bien-être, on fait du sport pour d'autres motivations qui peuvent se rejoindre et qui amènent éventuellement la sensation non pas de bien-être, mais la sensation d'être à sa place. Donc, dans une société où le sport est reconnu positivement, toujours connoté positivement. J'imagine que vous êtes tous et toutes des sportives. Si cette conférence vous intéresse, c'est que... Ah, j'en vois quelques-uns qui disent « Ah, pas sûr, je me suis trompé, je voulais une conférence sur les philosophes. » moi. Alors, je vais commencer par ça. Et donc, autour de cette question du sport et des pratiques du sport, d'abord, vous montrer que si je parle beaucoup de Grèce et de Rome, les premières attestations sportives sont bien plus anciennes. Je ne vais pas remonter aux Sumériens, au peuple de l'Orient, mais je ne prends que quelques exemples de l'Égypte pour vous montrer qu'on a des scènes sur les reliefs égyptiens d'activités que nous, on appellera sportives, mais que les Égyptiens appellent des activités de détente, de loisirs. Il n'y a pas de concours en Égypte, il n'y a pas d'épreuves religieuses en Égypte. En revanche, on a des disciplines comme le tir à l'arc, le combat à la canne, donc avec un bâton de bois, qui est une forme d'escrime, mais on sait que les Égyptiens ne se battent pas avec des épées. Donc il y a un décalage, ce n'est pas une activité militaire, le combat à la canne, c'est une activité de divertissement. Et elle est assez fréquente. Donc, dans nos représentations égyptiennes, le sport est un divertissement qui est pratiqué, et puisqu'on parlera de la nudité, vous remarquerez immédiatement que chacun de ces Égyptiens présente un pagne. Il est habillé.
En Égypte, la nudité n'est pas du tout une représentation. Et donc, dans ce modèle égyptien, on rejoint le sport d'entraînement, le sport de loisir, qui serait contemporain de notre situation. Parfois même, on peut, et je vais commencer à introduire cette idée-là, amener les puissants à faire du sport. Alors j'ai beaucoup cherché, pour d'autres conférences, je me suis demandé est-ce que Louis XIV faisait du sport? Est-ce qu'Adolf Hitler faisait du sport? Est-ce que nos dirigeants des XXe siècle ou avant sont présentés comme des sportifs? Alors le seul exemple que je connaisse, c'est Mussolini montrant ses muscles, et puis Vladimir Poutine montrant également à plusieurs occasions sa maîtrise du karaté, par exemple, ou des sports de combat. Donc on peut le trouver, mais la pratique du sport par le puissant, ce n'est pas une pratique contemporaine. On n'attend pas qu'Emmanuel Macron soit en short tous les mercredis, filmé par les caméras. Pourtant si, il fait du sport, mais à titre privé. En Égypte, je prends juste un exemple, les situations où Pharaon fait du sport sont rares, elles sont codifiées, et elles sont liées au pouvoir. Je prends juste un exemple, ce qu'on appelle la course rituelle de Pharaon s'observe dès l'Ancien Empire, donc dans les premiers temps de l'Égypte, entre 3200 avant notre ère et 2000 environ. Et on a par exemple avec Djoser, l'un des rois des premières dynasties. L'un des rois, Djoser, c'est celui qui a une pyramide en forme de mastaba, en gradin, une pyramide de Djoser. Et ce roi Djoser, donc du 3e millénaire avant notre ère, est représenté. On a quelques illustrations de ce roi. Alors je ne sais pas si elles sont très nettes pour vous sur le diaporama. Ce roi en attitude de course. Son nom est figuré dans le cartouche, donc avec le texte hiéroglyphique qui indique ce que fait le roi. Et donc, apparemment, à cette époque-là, le roi, jeune roi, ici Djoser n'a que 19 ans au début de son règne, doit accomplir une épreuve, une course, pour montrer ses compétences physiques, sa capacité à régner. Alors, c'est pas bien compliqué. Ça a été démontré, on a des illustrations, et on connaît le lieu de cette course, on a même identifié les 2 pylônes autour desquels le roi court. Donc, on a une aire de course, et il doit courir sur un aller-retour ou des demi-cercles qui font 55 mètres. Donc là, c'est à la portée de tous, pour nous. C'est aussi à la portée de Pharaon. Pharaon ne fait pas beaucoup de sport. Il a 1 à 3 tours à faire périodiquement pendant son règne pour montrer qu'il est en bonne forme physique. Voilà le sport de Pharaon, et c'est tout. Ça suffit pour Pharaon. Donc les Égyptiens ne sont pas des grands amateurs, et Pharaon ne montre pas l'exemple de pratiques sportives, mais tout au moins, on trouve du sport. On en trouve aussi en balayant les civilisations jusqu'au monde gréco-romain, et avant lui, en Crète et chez les Étrusques, ces grandes fresques de Terra crétoises ou de Knossos qui illustrent bien des pratiques que je peux qualifier de sportives. Le saut des acrobates par-dessus les taureaux, notamment en Crète, que les Grecs et les Romains n'ont pas conservé comme pratique sportive, sont très fréquentes. Donc ces illustrations-là qui attestent d'activités dont on ne sait pas si c'était des activités pour plaire aux nobles des palais, des activités où il fallait mettre en scène ses capacités d'acrobates, si c'était des professionnels qui se livraient aux acrobaties. Et puis des combats ici de boxe avec les points bien marqués des 2 combattants, qui sont présentés avec, là aussi, un cache-sexe, à défaut d'être un pagne, tout au moins. La nudité n'est pas admise, et ils sont présentés combattants ici. Alors, j'en arrive à ma question maintenant, car on le sait, dans le monde grec, la grande différence avec les civilisations que je viens de vous présenter, c'est la nudité. Le monde grec accepte, et non seulement il accepte, mais il impose la nudité des hommes quand ils pratiquent un sport. Alors, quelle tenue choisir? Est-ce que cette nudité est une nudité qui se justifie et est-elle efficace? On a beaucoup de questions à se poser. Alors, j'ai là aussi continué ma mise en scène des pratiques sportives, mais peut-être que la pratique sportive grecque immédiate, ça sera celle-ci, illustrée sur un beau vase panathénéique, donc des concours d'Athéna qui présentent une scène de course avec 5 athlètes nus, confrontés les uns aux autres sur la piste du stade. Le grec a bien conservé cette nudité et on a même fait un marqueur social. On est gymnos, on est nu. On s'entraîne donc au lieu où les athlètes sont nus pour s'entraîner, le fameux gymnase. Et donc le gymnase a conservé son nom jusqu'à nous. C'est un lieu d'entraînement fermé dorénavant. On ne s'entraîne plus nu. Donc la question qui est à se poser, c'est pourquoi la nudité chez les Grecs? Et je le dis dès maintenant, nudité qui n'a pas été reprise par les Romains et qui, jusqu'avant les Grecs, n'existait pas. Puisque les Étrusques, les Minoens et les Égyptiens sont vêtus d'une tenue minimale, certes, un pagne, mais sont vêtus. Les Grecs, eux, sont systématiquement dévêtus. Pourquoi cette nudité? La question immédiate, et je vous laisse réfléchir à la question de la nudité.
Alors, la première qu'on m'a posée des fois d'école autour de ça, et il y en a une qui est forte, c'est est-ce qu'on va plus vite en étant tout nu? Est-ce que c'est pour la performance? Est-ce qu'on est meilleur performeur? Est-ce que les vêtements gênent la course? Je ne crois pas qu'on ait réussi à faire la démonstration, même contemporaine, que courir le marathon tout nu ferait gagner quelques secondes à un coureur, et que donc, a priori, la nudité n'est pas une amélioration de la performance. Et on pourrait même dire que pour nous, dans notre vocabulaire contemporain, être nu, ce serait peut-être même plutôt une gêne, donc un frein à la performance. Je ne connais pas d'épreuve où la nudité soit immédiatement considérée comme normale ou attendue dans une épreuve. Chez les anciens, alors pourquoi la nudité? Nudité qu'on retrouve dans l'art grec, qu'on retrouve même comme un marqueur antique, et c'est ça qui m'intéresse, la nudité des Grecs que les Romains n'ont pas acceptée. Je vais expliquer pourquoi. La nudité des Grecs devient l'archétype du sport à l'antique. Les Grecs eux-mêmes sont très fiers de leur concours olympique, et donc je vous ai présenté l'affiche à partir donc du fameux discobole, copie romaine d'un original attribué à un Athénien appelé Myron, qui aurait vécu à l'époque de Périclès. De ce discobole en action, on en a tiré les belles pièces de monnaie que l'État athénien frappe en choisissant donc sur les euros des symboles liés à son histoire. Donc le discobole est sur les monnaies des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Et pour les concours de Londres, les Jeux de Londres de 1948, c'est ce même discobole qui avait été choisi pour des affiches. Donc la nudité de l'athlète, alors on a choisi un discobole où la nudité elle-même n'est pas visible par sa position, mais si vous faites le tour de la statue, elle est bien visible. Donc ici, c'est la mise en avant de la nudité, sans pour autant choquer le regard du contemporain, qui est gardé. Donc on s'habitue, on est formaté à l'idée que ces athlètes antiques pratiquant nus étaient tout à fait légitimes, jusqu'à l'époque contemporaine, même si la nudité ensuite a été remise en question par les Romains. Pourquoi être nu, alors, si ce n'est pas pour une question de performance, pour gagner plus facilement? Est-ce que vous avez une perspective? Ouais. Alors, dire, il ne faut pas avoir un sexe en érection pour montrer qu'on n'est pas en érection, on est tout nu. Ah, j'ai jamais pensé à ça. J'avoue que là, pour le coup, je ne suis pas allé jusqu'à cette idée-là. Alors, il est quand même rare que pour un athlète en activité, il puisse penser à autre chose qu'à son activité. Donc, une érection soudaine, peut-être, mais c'est pas pour ce motif-là. Donc, et en plus, on est dans un monde grec où la sexualité est complètement décalée par rapport à la nôtre. Rien ne serait choquant pour les anciens. Les spectateurs sont tous des hommes, les athlètes sont tous des hommes. On va faire la démonstration que c'est pas tout à fait exact, mais on la pense comme telle. Et dans ce monde d'hommes, aucun problème à se montrer nu ou à se montrer sexualisé. Aucun problème de ce point de vue-là. Donc je ne pense pas que ce soit effectivement pour nous cette remarque principale. Je prends les questions, allez-y, puis après on va essayer d'avancer un petit peu. Dites-moi. Je vais dire pour dissocier vraiment l'homme de la femme. Alors oui, dissocier l'homme de... Bah oui, là pour le coup, en affichant sa nudité, l'homme se manifeste aner, homme, et pas gunet, femme. Donc là, le genre est marqué immédiatement et il ne peut pas y avoir de quiproquo dans le genre de l'individu qui concourt. Alors vous avez raison, alors c'est pas tout à fait la première explication, mais c'est la bonne explication historique. Il y en avait d'autres, mais je vais revenir sur celle-ci après. Je souhaiterais que c'est une dimension symbolique, parce que la nudité, ça a été des rôles avec les dieux. Alors voilà, il y a deux aspects, mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a qu'un texte qui explique pourquoi les athlètes grecs étaient nus. Ce texte, il est de Pausanias, à l'époque romaine, au IIe siècle, qui, en parlant du sanctuaire d'Olympie, fait l'histoire de ce sanctuaire et puis revient sur quelques anecdotes marquantes de l'histoire du sanctuaire, les premiers cas de dopage, les premières tricheries, et le premier athlète à avoir concouru nu. Alors, je n'ai pas amené le texte avec moi ce soir, malheureusement, mais Pausanias le dit simplement dans le cours du 7e siècle, pour ce qu'on comprend. La règle était qu'on concourait avec un pagne léger, et puis un des athlètes s'est présenté sur la piste de départ entièrement nu, le premier. Les juges se posaient la question, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est légal, est-ce qu'il sera autorisé à concourir? Ils ont fini par accepter car rien n'empêchait qu'on puisse honorer les dieux entièrement nus, et que donc, dans le cadre du concours religieux, ils puissent pratiquer nus. Et cet athlète a expliqué qu'il était plus à l'aise nu que vêtu. On concourt sans chaussures également. Les chaussures gênent, disaient les Grecs. Donc sans chaussures, pieds nus et nus. Et ensuite, ça fait phénomène de mode.
pour commencer, et ça a été renforcé par une deuxième idée, c'est qu'un jour, une femme a triché. Elle a voulu concourir au milieu des hommes. Et que les juges, devant vérifier que chacun des athlètes est un homme, ont trouvé plus simple alors que chacun se dévête au moment où il arrive dans l'aire de course, non seulement les athlètes, mais aussi leurs entraîneurs, pour montrer qu'il n'y avait pas de femmes parmi eux. Et donc on a gardé cette règle depuis le 7e siècle, dit-on, d'un monde d'hommes où se dévêtir est normal pour montrer qu'on respecte les règles de ce concours sacré. Voilà donc la raison, mais vous voyez qu'elle est faible cette raison. Une prise d'initiative, une acceptation, et puis une tradition qui s'installe. Alors cette tradition, elle s'installe, mais on n'est pas nu en toutes circonstances. Les épreuves hippiques sont systématiquement des épreuves où le personnage, qu'on appellera le cocher ou l'orige, et on a d'autres termes pour qualifier le conducteur du char, est lui vêtu. Il n'est jamais nu. Il est toujours vêtu d'une tunique simple. Et alors donc là, on a un problème avec la pièce de monnaie de Syracuse, parce que là, j'ai un orige non vêtu, ce qui me fait penser plutôt à une illustration symbolique du héros, comme vous le disiez, de la belle apparence physique du personnage, davantage que d'une vraie scène de concours athlétique, ici hippique, où le personnage est entièrement vêtu. Alors ces scènes, elles sont très nombreuses dans l'art grec ici, également dans l'art romain, et vous connaissez sans doute ce fameux personnage de Delphes, statue de l'orige, du conducteur de char qui a été trouvé dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes, qui provient des offrandes faites au sanctuaire, qui a été inauguré et installé par la volonté d'un tyran sicilien pour commémorer des victoires à Delphes d'un attelage de course sicilien, le tyran de Géla en 466, qui serait initiateur de cette orige. On n'a conservé que l'orige et sa belle tenue de râpé. On n'a pas reconstitué l'ensemble du char ici qui est représenté avec les 4 chevaux et même 5, en comptant celui que tient un personnage par la bride à droite. Donc voilà, le vêtement, oui, la tenue dépend de l'épreuve. Et donc, ils ne sont pas tous nus, chaque épreuve détermine son port. Alors j'arrive avec le monde romain, parce que dans le monde romain, le sport change de dimension, le spectacle prend le pas sur le concours, et dans le Circus Maximus, les concours de chars sont très nombreux. Je ne me permets pas d'aller trop loin, mais on sait que quand il y avait des jours de fête et des jours de spectacle dans le grand cirque de Rome, c'était toute la journée qui était consacrée à ces activités. La journée était longue, plusieurs heures, et on faisait alterner dans l'hippodrome des courses de chars, des épreuves d'acrobates, puis quelques combats de gladiateurs, puis on reprenait des courses de chars. Donc on alternait les épreuves avec pour objectif de divertir tant et plus le spectateur qui était présent à la journée et qui pouvait assister donc à de très nombreuses épreuves. Jamais tout en même temps, mais en se succédant. Et donc ces chars sont très abondamment illustrés car c'est l'épreuve reine du monde romain. Autour du Circus Maximus, chacune des grandes villes de l'Empire a son espace de confrontation des gladiateurs et des conducteurs de chars. Chaque grande cité a besoin de ces espaces de course, de ces hippodromes. Alors voilà la représentation qui m'intéressait. Je parlais d'autruche tout à l'heure. Je ne mens jamais. Ou pas volontairement, ou pas complètement. Enfin, bon, d'accord. Un char avec des autruches. D'où vient-il? Il vient des mosaïques d'une villa romaine, en Sicile, la Villa du Casale, qui est une villa qui déborde de mosaïques. Il y en a dans toutes les pièces. Elles sont très nombreuses, elles ont des scènes sportives, des scènes décoratives, paysagères, des scènes mythologiques. Et donc ici, on a une scène imagée. Ce sont des enfants qui conduisent des chars autour d'un hippodrome. Et ces chars sont tous dirigés donc, par des enfants et menés par des autruches ou des émeux, enfin des animaux fantastiques. Il y a des flamants roses là. Vous les voyez, mes flamants roses, en haut de la mosaïque? Donc il y a des oies, des flamants roses. Voilà, on a un ensemble. Alors, émeu ou autruche, l'émeu est, je crois, australien, c'est ça? Donc je ne parle pas d'émeu, mais d'autruche. On fait venir des animaux de loin à Rome, hein. Donc des animaux africains sont assez nombreux à l'occasion des scènes de combat contre les animaux dans les cirques, et on peut imaginer que des autruches aient pu être importées hein, sans difficulté d'Afrique, et représentées ici de manière imagée et grotesque, hein, disons-le comme ça, décorative. Mais donc c'est pour vous rappeler, voilà, le sport, divertissement, jusqu'à l'humour autour du sport, comme élément de décoration d'une salle de banquet, hein, ici. Donc c'est l'illustration même, et puis je vais un petit peu plus loin, si vous me permettez, avec ma dernière illustration de cocher.
À l'époque romaine, le cocher, c'est la star. C'est le personnage le plus en vue des activités sportives dans le monde latin. L'aurige, le cocher, c'est un homme qui, s'il a de la chance, beaucoup de chance, et pas trop d'accidents, va finir riche. Ce star du monde romain, il est protégé, car dans les courses de chars du monde romain, contrairement aux courses de chars du monde grec, tous les coups sont permis. On peut... vous avez vu le film Ben-Hur? La version ancienne ou la version récente, peut-être. Sinon, je vous engage à regarder l'un des deux. Et dans la scène de course du char, on peut fouetter son adversaire, on peut bien sûr déporter son char pour tenter de mettre à bas le char de l'adversaire, de casser son timon, éventuellement de gêner les chevaux, tout est possible. Et donc, dans les courses de char, les athlètes que sont ces concurrents sont harnachés. Ils ont une tenue molletonnée. Vous la voyez très bien, cette tenue molletonnée et cette casaque. Cette casquette très particulière qui essaie de préserver leur tête des coups de fouet éventuels et de coups qui pourraient leur être portés. Alors c'est d'autant plus dangereux qu'à l'époque romaine, le conducteur du char ne tient pas les rênes. Il a déjà beaucoup de travail. Il a 4 chevaux à mener. Et donc il accroche les rênes autour de sa taille. En cas de projection hors du char, il est tiré par les chevaux quand le char se brise. Et il a un petit couteau, il essaie avec son petit couteau de briser les liens qui le retiennent quand les chevaux continuent de tourner sur la piste et qui se fait écraser éventuellement par d'autres chars qui arrivent après lui. Le travail du cocher est dangereux. On est loin des concours assez normés que les Grecs envisagent dans les courses de chars. On est dans un divertissement de stock-car quasiment. L'imaginaire contemporain serait plutôt celui-ci que de la Formule 1. Et les auriges meurent jeunes, très jeunes. J'ai l'exemple de Scorpius dans un poème de Martial, les épigrammes de Martial. Alors Martial reprend comme ça plusieurs de ses épigrammes, et donc d'une épigramme qui est celle de Scorpius, gloire du cirque aux clameurs extraordinaires, l'objet de tes applaudissements, Rome, et de tes brèves délices. La jalousie, l'achésis, qui m'a enlevé à seulement 27 ans, après quand même 2048 victoires. Donc Scorpius, mort jeune, certes, m'a pris pour un vieillard, je suis mort si jeune pourtant, mais ce vieillard, il avait eu le temps, depuis l'âge de 14 ans, de concourir dans des épreuves de petites catégories, avec des chevaux poulains, puis des chevaux plus grands, 2 chevaux, jusqu'à monter sur les épreuves à 4 chevaux. Et puisqu'il y avait beaucoup d'épreuves, et dans chaque jour de compétition, beaucoup de courses, il a remporté plus de 2000 courses en quelques années. Voilà, on est loin, on est plus proche donc des activités des jockeys célèbres qui courent avec plusieurs chevaux dans la journée actuelle, que des épreuves olympiques qui ont lieu tous les 4 ans à Olympie. Donc voilà, on a changé d'échelle et la nudité est devenue impossible, en tout cas pour les chars de course. Alors, je n'ai pas terminé parce que je voulais dire simplement que les Romains, eux, n'apprécient pas la nudité. On a beaucoup de textes romains très conservateurs qui indiquent que ces Grecs qui se livrent à de drôles d'activités, là, des luttes, des boxes, etc., entièrement nus, nuisent à la pudeur. Et donc à Rome, la pratique sportive est une pratique vêtue. On revient à la nécessité d'un pagne, d'un cache-sexe ou d'autres attributs permettant d'éviter d'être nu. Et donc, le monde romain est un monde qui a déplacé le sport grec vers ses usages, ses comportements. La nudité des Grecs, les concours à la grecque ont mauvaise presse. On les adapte au monde romain, et ces concours romains, eux, ils plaisent. Voilà, donc concours à la grecque, concours à la romaine, et dans les cirques, eh bien, on a une activité qui mêle ces types de concours. Certains plaisent plus au public que d'autres. On essaie de trouver un mélange entre les deux. Alors, est-ce que ce sport antique, c'est la troisième question qui m'intéresse, est-il seulement une affaire d'hommes? Parce que c'est une affaire d'hommes, indéniablement, je n'ai pas arrêté de parler d'hommes. Est-ce que c'est seulement une affaire d'hommes? Éventuellement même, est-ce que, on parle un peu maintenant de masculinité, pour mettre en question l'idée que la mise en avant trop visible des critères masculins créerait une forme de militantisme néfaste? C'est ça la masculinité, si j'ai bien compris. Le masculinisme, la volonté de mettre en avant cette masculinité, est-ce que le sport antique serait le vecteur d'une virilité exacerbée? Et donc pour nous peut-être jeu d'un regard critique sur une surreprésentation du sport et du corps masculin. Alors certainement, en tout cas les anciens étaient marqués par l'idée que l'individu fier de son corps, s'entraînant, devait être virilisé. Et c'est ce corps d'athlète qui permet de mettre en avant l'attitude virile. Vir, c'est le terme latin pour dire homme.
Donc l'homme accompli, c'est un athlète accompli. Ces athlètes qui s'entraînent dur, hein. On n'acquiert pas un corps d'athlète comme ça sans travailler. C'est le fruit d'un travail très long. Et la scène ici, qui vient d'une coupe, la coupe de Douris, qui est la coupe célèbre du musée du Louvre, qui date du 5e siècle, illustre la scène ici d'un affrontement d'entraînement dans le gymnase, ici dans la palestre. On a la colonne qui montre bien qu'on est dans une partie de la palestre, sous les ordres d'un maître d'entraînement, le pédotribe, qui lui est bien caché, on est en plein hiver, il fait très très froid, mais on combat nu. Et lui, il a un bâton dans la main pour éventuellement fouetter ceux qui porteraient de mauvaises actions ou interrompre le combat. Et les deux jeunes hommes, je n'ose pas leur donner d'âge, mais ils sont déjà quasiment, ils ont une stature masculine adulte, sont en train de combattre et ils se mettent des coups de tranchant qui font saigner chacun le nez ou les arcades de chacun d'entre eux. Et le sang est figuré. Donc ce sang sur l'athlète de gauche ou sur l'athlète de droite, ici, a été rajouté par le peintre pour montrer qu'on s'entraîne, certes, mais on lâche ses coups. Donc éducation, émulation, mise en avant du beau corps masculin devenant le corps de l'adulte. On n'a pas de scène avec des enfants se combattant, on a des scènes avec des adolescents et des adultes. Cette mise en avant du corps, c'est celle que les Romains apprécient considérablement, et même Caton l'Ancien, grand conservateur romain, appréciait et considérait comme nécessaire l'apprentissage physique. Dans la vie de Caton de Plutarque, Plutarque fait dire que Caton a pris l'initiative d'éduquer lui-même ses enfants. Il ne les laisse pas à des maîtres qui seraient moins doués. Il a pris l'initiative de leur apprendre à lancer le javelot, à combattre lourdement armés, donc c'est un entraînement à la guerre, mais c'est une pratique physique, à monter à cheval, à boxer, à endurer le chaud, le froid, et enfin à savoir nager, en traversant le Tibre, le fleuve de Rome, à la nage. Voilà donc une éducation ici masculine. Alors est-ce que je peux la dépasser, cette éducation masculine? Difficilement, parce que les scènes romaines sont extrêmement nombreuses pour présenter des hommes s'exerçant. Je suis sorti de Rome, j'ai pris un bel exemple venant du musée de Saint-Romain en Galles, donc en face de Vienne, dans la vallée du Rhône, qui présente de très beaux bains parmi les monuments conservés de la cité antique d'époque romaine, gallo-romaine. Ces scènes-là sont dans les latrines. Donc on n'est pas dans la scène d'apparat des bains romains, on est dans la partie des thermes, certes très utilisés, mais aussi très décorés. On a des scènes de lutteurs et d'affrontements dans les latrines de ces thermes de Saint-Romain. C'est vous dire que le sport est partout, y compris dans les toilettes. Voilà donc une façon de présenter le sport comme omniprésent, ici, dans le monde romain particulièrement. Alors le sport féminin, quand même. Je vais donc pouvoir rappeler que les anciens sont très misogynes, mais que leur misogynie a laissé la place aux femmes pour une pratique sportive, tout de même. Pratique sportive, pratique d'entraînement, pratique de divertissement. À Rome, les femmes n'ont pas à faire de sport, mais ces jeunes filles peuvent s'amuser avec des objets que nous, on qualifierait de sportifs. C'est le sens qu'il faut donner à cette mosaïque sicilienne qui présente toute une série de personnages féminins. Vous avez observé la tenue de ces personnages féminins en bikini. On appelle la mosaïque des femmes en bikini, pour aller très vite. Il n'y en a qu'une comme ça. Donc ces femmes qui s'attellent à un ensemble de jeux individuels, présentés donc comme une sorte de scénographie. Alors on s'est demandé s'il y avait des Jeux olympiques des femmes à Rome, à partir de cette scène, parce que si vous illustrez cette scène plus en détail, vous observez que celle du centre, par exemple, est un disco-ball, elle lance le disque. Celle de droite, alors en haut à droite, hein, enfin ici, à gauche pour vous, est une coureuse, et que celle qui porte des haltères à ses mains, en fait, est une sauteuse en longueur. Puisque dans le monde ancien, on saute en longueur, sans élan, mais avec des poids aux mains, avec une projection de ses mains, que je ne vais pas faire là, parce que sinon j'aurais un accident, mais en projetant le poids de ses mains, on a plus d'élan, et on fait des bonds, mais sans élan de course. Donc, saut en longueur, lancer du disque, course, et puis d'autres activités dont on se demande si elles sont des jeux, le cerceau, le jeu à la balle. On voit bien une petite balle là, la balle molle. Les Romains ont 3 types de balles dans leurs activités sportives, de dureté différentes. L'une rebondit, les autres sont des balles plus molles. Et donc ce jeu de balles est une scène de divertissement. Certains se demandaient donc s'il y avait eu un pentathlon féminin, des épreuves organisées. Parce qu'on voit un personnage qui est vêtu à gauche de la scène et qui remet
des couronnes aux vainqueurs, vainqueurs avec un E à la fin, les femmes vainqueurs, dans ces activités. Donc on est embêté par rapport à ça, parce que dans le monde grec, la seule situation où on connaisse des femmes pratiquant du sport, c'est plutôt à Sparte. Les jeunes filles endurcissent leur corps quelque temps, mais ensuite, très vite, elles arrêtent la pratique sportive, qui n'est pas connotée positivement pour les femmes, mais qui ne l'est que pour les hommes. Et les jeunes filles de Sparte, elles, encouragent davantage, à la demande du législateur lycurgue, la pratique sportive. On a plusieurs statuettes de même modèle qu'on appelle les phainomérides, celles qui montrent leurs cuisses. Quand les femmes grecques cachent leurs jambes jusqu'aux chevilles, les jeunes filles spartiates, elles, s'entraînent avec une tunique qui parfois laisse apparaître leur poitrine ou bien leurs jambes. Et cette tunique des jeunes spartiates, disent les anciens, fait jaser ailleurs. On critique vertement ces spartiates dévergondés qui osent montrer leurs jambes en courant. Ces statuettes sont des statuettes qui ont été offertes dans des sanctuaires. Donc ça signifie qu'il y a un lien sans doute de rite de passage avec des divinités féminines. On offre à ces divinités féminines des représentations de ces jeunes filles à l'âge qui précède le mariage, vraisemblablement, lorsqu'elles sont prêtes au mariage, c'est-à-dire à Sparte, vers 14-18 ans, au dernier délai de 18 ans. Et donc ces jeunes filles prêtes au mariage sont représentées sous la forme d'une offrande féminine. Ça rappelle également, je surveille le temps, mais j'espère que ça ira pour vous, vous me dites si ça vous convient. Je mets ça en scène avec un deuxième document qui, lui, est littéraire, qui est une œuvre de théâtre chez Aristophane, auteur de théâtre athénien, de comédie, dans sa comédie Lysistrata, de 411, au temps de la guerre du Péloponnèse, qui fait apparaître une Spartiate, et le texte est savoureux. Chez Aristophane, il faut imaginer, c'est du théâtre de boulevard, de niveau sous la ceinture, la plupart du temps. Donc beaucoup d'allusions scabreuses, voire des mimes, des postiches, et des représentations. On ne présente pas les gens dénudés sur scène, mais on peut représenter des sexes masculins en érection par l'intermédiaire d'un postiche. Donc chez Aristophane, on a des scénographies très édifiantes. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et là, dans cette scène, on est pendant la guerre du Péloponnèse, et Aristophane imagine que les femmes de différentes cités décident d'arrêter la guerre. Elles ont fini, elles veulent arrêter le combat, et ne combattant pas elles-mêmes, à la demande de Lysistrata, une Athénienne, elles sont prêtes à faire la grève de leur relation conjugale, la grève du sexe. Tant que la guerre n'arrêtera pas. Il n'y aura pas de relation avec leurs époux légitimes. Le récit va se poursuivre par une réalité cinglante. Le poète amène à ce que les hommes cèdent devant leurs femmes et qu'ils soient prêts à s'arrêter pour retrouver leur bonne relation conjugale. Et la scène s'arrête par le départ de tous ces couples qui vont s'égayer pour récupérer le temps passé. Mais avant, eh bien, ces femmes de différentes cités se retrouvent. Les Athéniennes et les Spartiates se retrouvent, et une Spartiate vient à cette assemblée des Athéniennes, elle est prête aussi à se mettre en grève, et elle s'appelle Lampito. Et là, on a cette scène très savoureuse où Lysistrata salue la Lacédémonienne, et elle est très surprise, elle est très admirative de cette Lacédémonienne. Salut Lampito, Lacédémonienne chérie, que tu es belle, ma douce amie, quel teint frais, quel air de santé et de vigueur, tu étranglerais un taureau. Donc Lampito, solidement charpenté. Alors il faut vous faire à la manière d'Aristophane, Lampito, Spartiate et campagnarde, il faudrait qu'elle ait l'accent, pas Castor et Pollux, je crois bien, je m'exerce au gymnase, et en sautant, je frappe les talons dans le derrière. Elle fait des talons-fesses à longueur de journée, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est ce regard-là, ces Spartiates, elles sont surprenantes pour les Athéniennes, elles sont musclées comme des hommes, elles sont vigoureuses comme des hommes, et puis là, donc toutes ces participantes à l'Assemblée tâtent Lampito pour voir toute cette musculature qu'elles n'ont pas, parce qu'elles ne font pas autant de sport que la Spartiate. Alors, au sens de belle-gorge aussi, dit Lampito, parce que Lysistrata observe qu'elle est bien charpentée, y compris avec une magnifique poitrine saillante, et là, on imagine aussi un postiche, très certainement joué par un acteur de théâtre, avec une magnifique poitrine fausse que tâtent les autres femmes de l'Assemblée. Donc, elle est à la fois belle et musclée, et surtout plantureuse, au sens actuel du terme. Alors, je voudrais terminer mon propos avant d'arriver à la question. Alors, j'ai plein d'illustrations, mais je voudrais prendre un dernier cas pour vous. Je choisis parmi les cas d'études. On parlait d'activité masculine et donc de la beauté masculine à travers le sport. Les anciens, manifestement, ont aussi compris que le sport pouvait détruire le corps, qu'il pouvait rendre laid par une activité sportive. C'est le cas notamment des activités de boxe. Et on a dans le monde romain des statues de boxeurs
qui sont présentés avec un œil poché, des cicatrices, un nez fracturé, etc. C'est le cas de celui-ci, hein, le boxeur des Thermes de Rome, qui est présenté. Et donc cette beauté du corps trouve son parallèle, et plutôt son opposé, avec la laideur du vieux boxeur, qui a pris beaucoup de coups et dont l'apparence physique est la manifestation d'une activité très dangereuse. Qui plus est, dans la boxe, on peut, dans les poings, rajouter des morceaux de métal. Dans certaines pratiques de boxe, donc les coups portent, et les coups sont des coups avec appui de gants, qui sont des gants qui sont faits pour blesser, pour faire saigner. Donc cette beauté, cette virilité, elle a plusieurs facettes. Elle a plusieurs facettes, alors peut-être que ça, je vais le garder pour plus tard. Et je vais tout de même illustrer une dernière situation. C'est que j'ai parlé des femmes pratiquant des activités, donc plutôt dans les scènes de divertissement et d'éducation. Il reste tout au moins, dans les cas particuliers qu'on connaît, que des concours féminins ont pu exister en Grèce et parfois aussi dans le monde latin. Ces concours sont réservés aux femmes, sont des concours qui ont lieu par exemple à Delphes, mais surtout à Olympie. On sait que dans le calendrier olympique, on a rajouté des concours féminins, et principalement pour les jeunes filles, et on connaît un concours qui n'est pas le concours olympique classique, mais un concours dédié à Héra, présente elle aussi à Olympie, comme son époux Zeus. Dans les concours des Héraïas, il y a des concours athlétiques féminins. Donc les femmes peuvent, mais elles ne concourent pas en même temps que les hommes, dans un autre calendrier que les hommes. Il est pourtant arrivé que les femmes concourent, et notamment dans les courses de chars. Et on a deux témoignages qui sont très tardifs en termes de chronologie par rapport à l'histoire des concours olympiques qui ont commencé en 776, de femmes vainqueurs dans des courses de chars. La course de chars apparemment donc pouvait être mixte. Alors, on fera attention car dans les courses de chars, le propriétaire d'un attelage n'est pas celui qui conduit l'attelage. Donc ce sont des attelages appartenant à des femmes qui ont concouru avec des cochers masculins. Mais la gloire est revenue à ses propriétaires femmes des concours. Deux documents à verser au dossier. Le premier, c'est une inscription d'une offrande spartiate. Mes pères et mes frères sont rois de Sparte. Qui nasca? Je suis, moi, vainqueur. Alors, avec le nom est au masculin, mais c'est une femme. Vainqueur grâce à son attelage au pied rapide. Elle a fait apposer cette sculpture. Et je déclare, de toutes les femmes de Grèce, je suis la seule à avoir remporté cette couronne, donc la victoire, dans la course de chars à Olympie. La première, parce que d'autres ont été victorieuses ensuite. La fille du roi spartiate Agésilas a été vainqueur 2 fois dans les courses de 396 et 392. Alors ça signifie que où il y a une ouverture, où il y a, comme à Sparte on le connaît, une forme de faiblesse des hommes, trop peu nombreux, et les femmes prennent leur place. Ils prennent la place des hommes de la famille qui sont morts à la guerre, et elles continuent de jouer un rôle aristocratique de maintien de la famille. Dernière scène ici, sur un vase grec, on a une femme conductrice d'un char. Donc est-ce qu'on est dans des illustrations de concours ici, ou est-ce que c'est simplement un imaginaire grec qui accepte dorénavant la place d'une femme sur un char? Je vous ai expliqué que jusqu'à présent, on n'avait pas de femme cochée, mais j'en ai deux illustrations, l'une sur un vase et l'autre sur une représentation contemporaine de ce personnage, ici donc à l'occasion de l'illustration d'un livre de la fin du XIXe siècle. Donc totalement fautive pour nous, mais illustratrice quand même de la place des femmes. Alors maintenant, il y a un sujet qui m'intéresse, et peut-être qui vous intéresse aussi, c'est que dans un monde où on parle de concours, et si l'objectif c'est de gagner, on sait que tous les moyens peuvent être utilisés. Est-ce que le monde ancien connaît le dopage et la tricherie? Ou est-ce que ces anciens sont des gens si bien inspirés et si liés les uns aux autres que pas besoin d'arbitre ni de juge? Dopage et tricherie alors ou pas? Oh oui, beaucoup. Beaucoup parce que, d'abord parce que les règles des concours ne sont pas des règles extrêmement claires. Je prends un exemple, l'exemple du pentathlon, qui est une des épreuves olympiques grecques, que les Romains ensuite utilisent, mais comme plutôt un divertissement qu'une épreuve directe. C'est une épreuve combinée, 5 épreuves se suivent. Le vainqueur est celui qui a gagné 3 épreuves sur les 5. Donc si un vainqueur gagne les 3 premières, le pentathlon s'arrête. Mais ce sont des victoires individuelles. Sinon, et on a du mal à saisir, les arbitres éliminent au fur et à mesure les compétiteurs les moins doués de ce pentathlon jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que 2 qui s'affrontent dans un duel de la dernière épreuve. Donc les 2 meilleurs pentathloniens sont les lutteurs de la dernière épreuve. Et donc de ce duel sortira un vainqueur.
Sauf que le procédé d'élimination est entre les mains des juges et que les arbitres décident qu'ils sortent du concours comme ils l'entendent, donc par une élimination des moins bons, sans que ce soit clair. Que, également, les règles de la lutte, l'épreuve finale, ne sont pas simples. Il faut jeter 3 fois son adversaire au sol sur les épaules, et il n'y a pas de limite de temps. Donc dans la lutte, il y a la notion d'épuisement. On peut s'affronter très longtemps, jusqu'à ce que les 2 adversaires fassent céder 3 fois l'un des 2. Et puis, à la lutte, il y a aussi d'autres problèmes qui sont posés, c'est la ligne des épaules. Qu'est-ce qu'on appelle la ligne des épaules? Vous savez qu'au judo et au karaté, tout ça, c'est un sujet d'arbitrage parfois assez ténu. On peut aussi abandonner un concours. On abandonne en levant le pouce. Donc l'expression pouce est grecque. C'est comme ça qu'on abandonne. Pouce vers le haut, pas vers le bas, vers le haut. Pouce vers le bas, c'est le monde romain, c'est pour signaler que le vainqueur gladiateur a le droit d'achever le vaincu à la demande de l'initiateur des jeux. Lever le pouce, parfois par des concours arrangés. Et on a quelques exemples de lutteurs qui sont payés pour perdre par leur adversaire. Donc ils lèvent le pouce au moment où c'est nécessaire, où ils ont suffisamment combattu. Et on a quelques illustrations donc, de scènes, rarement sur les vases, mais de scènes illustrant comme ça des compétiteurs qui se rendent et qui renoncent à combattre davantage. Donc combat arrangé, oui, mais sans doute, bien sûr, s'il en existe quelques-uns, c'est qu'ils pouvaient être bien plus nombreux. Scènes de tricherie multiples. On peut soudoyer les arbitres, corrompre les juges, corrompre les adversaires, tricher sur le matériel. On a des poids lorsqu'on court pour la course de longueur, et donc on peut tricher sur le poids et la valeur de ces objets, le type d'objet, etc. Pausanias, à l'époque romaine, s'est fait un malin plaisir dans sa description du sanctuaire d'Olympie de rappeler par une longue liste les premiers tricheurs d'Olympie. Seulement les premiers tricheurs d'Olympie qui sont condamnés lorsqu'ils sont pris par les juges à devoir d'abord abandonner le concours pour commencer, puis ensuite, sur leur fonds propres, élever une statue du dieu Zeus qu'ils vont apposer devant le sanctuaire. Donc on suppose ici, par la restitution, au pied de la terrasse des trésors, sur le chemin qui mène au stade, avant d'entrer dans le stade, donc des statues de Zeus à leurs frais, avec une inscription « Un tel, tricheur, a offert à Zeus ». Donc cette inscription qui doit marquer que, pour la postérité, leur nom est attaché à l'humiliation. Je trouve ça intéressant, moi, comme thématique. Bon, on aurait énormément de statues olympiques, de Pierre de Coubertin, Ben Johnson, Carl Lewis, tous les athlètes jamaïcains qui ont été pris. Puis, il y a des phases, hein, vous savez, dans l'olympisme et l'athlétisme, il y a des nations qui tout d'un coup performent, et puis 5 ans plus tard, ils sont tous pris pour dopage. Et on attend 5 ans après pour vérifier si le palmarès était le bon. Malheureusement, et donc le dopage moderne trouve déjà des sources dans le dopage antique. Alors je parle de dopage, là j'ai parlé de tricherie simple, corruption. Est-ce qu'on peut doper? Alors peut-être que je ne parle pas des paris, on y reviendra plus tard. Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique, une alimentation dopante, qui pouvait dès l'Antiquité modifier les perspectives? On en trouve des traces, notamment dans les traités médicaux, qui, autour d'Hippocrate et à l'époque romaine, dans les traités médicaux, observent que certaines plantes ont des vertus, renforcent la valeur des combattants, etc. Et puis, on a déjà la mise en place de régimes. Les athlètes se professionnalisent dans le monde antique, très tôt, sans doute dès le 5e siècle. Les concours sont amateurs, mais des athlètes se livrent à des préparations professionnelles pour être les meilleurs au concours. C'est ce qu'on va appeler la professionnalisation. Et on a mis en place la diata, c'est-à-dire non pas la diète, mais une alimentation spécifique. Diata, c'est donc améliorer son alimentation pour bien performer, pour être le meilleur. L'un de ces athlètes le plus célèbre, c'est le fameux, j'ai pris quelques diapos, j'ai laissé les premières, Milon de Crotone. Milon de Crotone, il a un palmarès qui, pour les anciens, est un palmarès édifiant. Il a remporté de très nombreuses victoires dans tous les grands sanctuaires grecs, et si on dispose de temps, on reviendra peut-être sur ces victoires, si vous le souhaitez. Et ce Milon de Crotone, athlète italien, de la botte italienne du côté de Tarente, hein, donc sur la partie adriatique de l'Italie, ce Milon a adapté son régime. Pour être un lutteur parfait, il faut être très musculeux, très bas, et avoir une capacité de résistance. Milon de Crotone, dit-on, mangeait 20 mines de viande. Une mine, c'est 430 grammes. Donc il mangeait plusieurs kilos de viande. Autant de pain et buvait 3 cruches de vin, c'est-à-dire 3 litres.
Ça, c'est son régime d'une journée. Et puis, autre exemple édifiant, on dit qu'à Olympie, un jour, il découpa un bœuf qu'il avait amené sur son propre dos et qu'il l'a mangé dans la journée. Voilà le régime alimentaire hyper protéiné de Milon de Crotone. Pas de fruits, que de la viande. Voilà donc une image, parce que j'ai plein d'autres régimes alimentaires. Les anciens ont considéré finalement que selon l'épreuve, il fallait être soit léger et soit endurant, rapide ou lourd, et que donc l'alimentation s'adapte au type de morphologie attendue pour les athlètes. Les lutteurs doivent être lourds et endurants, et il leur faut des protéines. On peut aussi tricher avec des plantes. On triche avec des plantes, notamment une plante qui s'appelle ephedra, qui contient une molécule, l'éphédrine, et c'est une forme d'amphétamine. Donc les athlètes grecs pouvaient se doper aux amphétamines, utilisées très largement dans les Jeux Olympiques jusqu'à leur abandon. Les athlètes sous amphétamine, 1936, première découverte des amphétamines chez les athlètes. Et donc on pouvait ensuite, par d'autres alimentations typiques, dont on pense qu'elles avaient des vertus magiques, améliorer la performance. On pouvait aussi, et là j'aboutis à une forme de dopage que vous allez peut-être considérer comme moins dopante, parce qu'elle est un peu magique. On pouvait absorber une pierre magique. Celle-là je l'aime beaucoup. Si vous en trouvez, vous les gardez. Elle s'appelle Alectoris, ces pierres. Lapis Alectoris. Elles existent, l'objet existe. De quoi s'agit-il? Alors, dans l'histoire naturelle, à l'époque romaine, Pline explique quelle est cette fameuse pierre dont tout le monde parle, que tout le monde pense être une pierre extrêmement importante. En fait, c'est un caillou ingéré par les gallinacées, les poules, quand elles viennent picorer sur le sol, et ce caillou, lorsqu'il est ingéré par erreur par la poule, peut rester fixé dans l'estomac de la poule. Il finit par se fixer et être entouré comme pour les huîtres, comme une impureté qui rentre dans la coquille d'une huître est entourée par je cherche le terme exact, une nacre qui vient séparer l'impureté de l'huître elle-même vivante dans sa coquille pour empêcher toute difficulté. Le gallinacé, lui, a ce principe, il nacre le caillou dans son estomac par ses sucs digestifs, et le caillou reste dans l'estomac s'il n'est pas évacué, devient donc cette lapis alectoris. Et donc la grande mode jusqu'à l'époque médiévale, c'est d'essayer de trouver dans les poules qu'on tue et qu'on mange, si éventuellement il se trouve une pierre ingérée qui aurait été transformée en petite bille de nacre par le gallinacé. On dit alors que Milon de Crotone gagnait car il avait lui trouvé une pierre et qu'il la mettait sous sa bouche pendant les combats, ce qui justifie ses victoires. Tricherie modeste. Mais j'ai un magnifique traité qui explique que le lapis alectorius, c'est comme le Felix Felicis d'Harry Potter. J'ai pas réussi à reproduire la formule, mais le lapis alectoris, vous le connaissez dorénavant, vous pourrez le chercher si vous souhaitez dans toutes les volailles achetées au supermarché. Il améliore la performance du lutteur, mais aussi du gladiateur ou du combattant, qui la gardera dans sa bouche, bien sûr, tant qu'il combattra. Mais, plus intéressant peut-être, elle rend sûr, gracieux et plaisant. Elle améliore toutes les performances, y compris esthétiques. Elle est également, pour les plaisirs amoureux, une amélioration aphrodisiaque. Pour les hommes, comme pour les femmes. Ça marche pour tout. Donc, conclusion, elle rend celui qui la porte beau, magnanime, honnête et bon, résultant tous ses projets par ses fortes protections. C'est la pierre de chance. Voilà donc un cas typique. Alors, ce n'est pas une tricherie à proprement parler, puisque les concours n'empêchent pas, mais c'est, pour l'imaginaire ancien, voilà, des formes d'amélioration de la performance. Il faudrait donc vérifier chez les nouveaux athlètes de 2024 s'ils ne portent rien dans la bouche, s'ils n'ont pas un chewing-gum cachant une pierre particulière. Dernier point, dernier cas de tricherie, quand l'empereur concourt. Quand le puissant concourt au milieu des athlètes, alors se pose la question de son poids politique. Peut-on laisser perdre l'empereur? La réponse est c'est bien dangereux pour la collectivité qui oserait laisser perdre l'empereur. On a quelques cas comme ça, et j'en prends un seul, le fameux Néron. Néron, empereur de sinistre mémoire pour les Romains, est un empereur amateur de théâtre et de concours. Il est amateur de courses de chars. Et Néron, contrairement à ses prédécesseurs, il adorait, semble-t-il, diriger son char lui-même. Donc il était l'orige de son propre char. Et à l'occasion d'un circuit qu'il a fait en Grèce, Néron s'est entiché de ses pratiques grecques et il a concouru dans plusieurs lieux avec son char.
aux Jeux Olympiques notamment. Et lorsque Néron s'est présenté aux Jeux Olympiques, les Grecs n'ont pas eu trop le choix, il a fallu laisser gagner Néron. On l'a bien compris. Y compris, dit Suétone dans la vie des 12 Césars, qui n'est pas tendre avec Néron, Suétone qui dit que même lorsqu'il est tombé de son char, et que son char a fini la course sans lui, alors on a quand même donné la victoire à Néron, même à pied. C'est beau quand même. Je trouve ça magnifique. Donc une tricherie avec l'accord de l'arbitre. Et donc à cette occasion, Néron a remis au sanctuaire d'Olympie et aux autres concours auxquels il a participé, bien sûr, des offrandes considérables. L'empereur donne beaucoup en échange des dons qui lui sont faits. Je vais bientôt terminer, j'observe que le temps s'écoule, mais j'aimerais conclure avec cette question majeure pour moi. Qu'est-ce qui nous reste de l'olympisme? Pour commencer, l'olympisme grec, mais qu'est-ce qui nous reste du sport antique, de manière plus générale, tel que je l'ai présenté, c'est-à-dire un ensemble de pratiques de divertissement, d'entraînement, d'émulation, d'affrontement, jusqu'au sang. Vous connaissez les conditions du sport actuel, notamment de l'olympisme actuel, avec une devise, l'important c'est de participer. Alors cette devise est fausse. Pierre de Coubertin l'aurait prononcée en expliquant en anglais que l'important c'est pas de participer, l'important c'est d'aller au maximum de ses capacités. De the best. Aller au maximum de ce qu'on peut faire, donc le dépassement de soi. C'est pas juste être là, hein. Être le meilleur dans ce qu'on fait, donner son meilleur. On a aussi un souci, puisque nos épreuves, dans leur majorité, ont non seulement un vainqueur, mais également une deuxième et une troisième place, et même dans certaines disciplines, on ne distingue pas les seconds et les troisièmes. Hein. Tous ceux qui ont fait une demi-finale reçoivent une médaille, c'est le cas en judo par exemple. Donc on a 4 médailles, premier, deuxième et les 2 troisièmes, et puis il existe d'autres variantes. Donc on est passé d'un modèle où il n'y a qu'un vainqueur à des modèles où on peut gagner des médailles en étant en 5e, 10e éventuellement d'une épreuve. Et puis, ce que les anciens n'ont pas, mais ce que nous avons, c'est la performance au sens du record. Les anciens ne pratiquaient pas de record. On ne cherchait pas à savoir si un athlète a un jour dépassé la durée d'une épreuve de lutte, par exemple du temps de Milon, durant le plus longtemps dans sa résistance. Le record est étranger au monde ancien. La notion de record du monde, par exemple, est étrangère au monde ancien. On ne connaît donc aucune des performances sous forme de distance ou de temps dans le monde ancien. Nous sommes très friands de records. Records mondiaux, européens, continentaux, etc. Donc on a fait du sport tout autre chose que ce qu'il était. Alors je me permets, si vous voulez bien, de vous rappeler quand même que cette modeste maison, la Sorbonne, a vu la naissance de l'idée olympique. L'idée olympique moderne, l'olympisme de Pierre de Coubertin est né à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre. Malheureusement, c'est pas là où nous sommes, mais juste à côté, dorénavant fermé pour autre chose que des conférences non des cours. Cet amphithéâtre-là a abrité en 1894 un grand congrès qui a organisé le Comité international olympique. Et donc l'olympisme est né à Paris, dans la Sorbonne, par un accord de pays européens et des États-Unis qui se sont associés pour créer des concours. Concours qui ont eu lieu par la suite en 1896 à Athènes. Et quand Pierre de Coubertin, le français, a proposé de faire de divertissement et de pratiques sportives, d'entraînement, des concours officiels et internationaux, on l'a pris pour un fou. Et on l'a même mis en avant. Non, mais alors, vas-tu aller jusqu'à faire concourir des athlètes nus comme les fameux Grecs, dont Coubertin revendiquait la postérité, et y compris éventuellement interdire aux femmes alors ces concours. Les femmes ont-elles leur place ou non dans les concours olympiques modernes? Je vais donner la réponse. Alors ensuite, eh bien, tout ce que nous on appelle des marqueurs de l'olympisme, c'est bien plus tardif. Les anneaux olympiques, et donc l'important c'est de participer, donc c'est pas exactement ce que Pierre de Coubertin a prononcé comme discours. Les anneaux olympiques sont une invention moderne. Les anciens n'avaient pas de drapeau ni même de symbole olympique dans le sanctuaire d'Olympie. Et à la suite de ça, eh bien, toutes nos affiches contemporaines surfent sur la vague de l'Antiquité. Depuis 1896 jusqu'à 1948 à Londres, c'est l'athlète à l'antique qui est présent sur une scénographie des affiches qui présentent ces concours modernes. Jusqu'en Allemagne en 1936, où les affiches allemandes sont des affiches extrêmement antiquisantes. On a en Allemagne choisi de faire des concours allemands sur le modèle grec, typiquement grec, et le stade s'appelle stadium. On a choisi le mot stadium pour le stade de Berlin pour marquer clairement l'identité avec le monde grec. Les concours de 1896, les premiers de l'ère moderne, choisis pour être placés à Athènes, sont particuliers. Alors j'ai mis l'affiche de ces concours. Olympiakos
Argones, des concours olympiques. Il laisse libre cours à des épreuves qui n'ont plus rien d'antique. Il y a du vélo, il y a du cyclisme à Athènes en 1996. Il y a de l'escrime. Cet escrime, les Grecs ne l'ont jamais pratiqué comme sport. Il y a de l'haltérophilie, grand sport de la bourgeoisie du XIXe siècle. Il y a de la natation et même du tennis. Donc on est loin des épreuves anciennes. Et puis, on a au départ peu de pays. C'est vrai que ça commence modestement, avec seulement 12 pays représentés. Peu d'étrangers et beaucoup de Grecs. Ça coûte cher de venir en Grèce. Donc il a fallu s'adapter. Et puis l'épreuve du marathon. Cette épreuve du marathon avec laquelle je vais terminer quasiment, c'est une épreuve totalement inventée. Nous le savons, les anciens ne courent pas d'épreuves de longue distance au-delà de 24 fois la longueur du stade. Donc ils font 24 allers-retours sur une piste qui fait 192 mètres à Olympie. Ça veut dire qu'ils courent 4 km au maximum, je crois. C'est la longueur maximum qu'ils pratiquent. Donc le marathon, 42 km de distance entre la ville de Marathon et la ville d'Athènes, sur le modèle de la bataille de Marathon, c'est une invention de Pierre de Coubertin et de ses amis. Cette invention, elle est ensuite reprise dans le calendrier olympique. Elle est même, je pense, le marqueur olympique par excellence. C'est avec la course du 100 mètres, l'épreuve d'athlétisme connue. Le premier vainqueur du marathon, ça tombe bien en 1996, c'est un berger grec. Il s'appelle Spyros Louis. Et ce berger grec qui ne courait pas s'est entraîné un tout petit peu et il a remporté l'épreuve du marathon devant tous les Européens qui ont tous abandonné. 42 km dans la campagne grecque, donc avec des pierres, des cailloux partout. Et donc un Grec qui a remporté cette épreuve, reçu au stade olympique à Athènes par le roi de Grèce, un roi allemand, Othon, roi de Grèce en 1996, et qui reçoit la palme de la victoire, pas de médaille à cette époque-là, en tenue, en costume national grec. Spyros Louis, il est pendant 40 ans le représentant du sport grec, jusqu'à sa mort. Donc il est intervenu plusieurs fois, il a été pris en photographie, il est devenu une célébrité sportive de la Grèce. La Grèce renaît avec sa victoire dans le marathon d'Olympie. Dernière chose, et enfin je m'arrête là, place aux femmes, tout de même. En 1900, après les premiers concours olympiques, à Paris, on les a oubliés les concours de Paris 1900, mais avant 1924, à Paris, il y a déjà eu des épreuves olympiques qui ne portent pas le nom de concours olympiques, mais qui sont des épreuves sur ce modèle-là. Ce programme des concours de 1900 qui était adossé à l'exposition universelle, qui s'appelle donc de leur nom officiel Concours internationaux d'exercice physique et de sport, ont augmenté le nombre de disciplines, le nombre de participants. Ça a été un grand succès populaire, avec beaucoup de disciplines, parmi lesquelles des disciplines ouvertes aux femmes. Parmi ces disciplines, l'escrime et le tir au pistolet. Les femmes pouvaient concourir avec les hommes dans ces épreuves d'adresse. Donc les femmes ont trouvé leur place. Au tennis également, les femmes ont pu concourir dans le tournoi mixte de tennis. Donc ce sont des épreuves qui ont laissé la place aux femmes. Alors vous l'avez compris, maintenant on est dorénavant très loin de l'Antiquité. Ces épreuves revendiquent pour certaines un idéal ancien, et pour la majorité de ces épreuves, elles sont adossées aux pratiques de loisirs de la bourgeoisie du 19e et du début du 20e siècle. Le tir, la chasse, il y a des concours de montgolfière et l'apparition du golf. Vous voyez qu'on est très loin avec ces épreuves-là de l'Antiquité elle-même. Donc c'est là-dessus que je voudrais terminer. Vous l'avez vu, qu'est-ce qui reste de l'Antiquité? Alors, je vais rester sur ma diapositive. Qu'est-ce qui reste de l'Antiquité en 1900? Une marque, l'olympisme, une marque, et l'Antiquité, une référence, comme vous l'aviez sur toutes ces affiches des concours olympiques depuis 1896. Bon, je m'arrête là pour ma présentation, mais je vais pouvoir laisser, si vous le souhaitez, la parole pour des questions, des remarques, toutes propositions qui seraient les bienvenues. Je vous remercie. Alors, je garde la main, à moins que des organisateurs souhaitent prendre la suite. Non? Alors, il y a plein de questions, on va les prendre dans l'ordre. Allez-y. Elisa. Qu'est-ce qu'on sait de tout ce qui entoure le sportif en termes de logistique? Je sais pas, le coach, le médecin qui prépare éventuellement, les sponsors, toute la logistique autour des grands sportifs. Ouais, vous avez parfaitement raison. Alors, à l'époque grecque, la logistique, elle est faible. On part du principe que ces maîtres d'éducation sportive qui sont dans les gymnases rémunérés pour encadrer les élèves, je les appelle élèves, mais ce sont les adolescents, les enfants et adolescents
qui s'exercent avant de passer à l'âge adulte et qui doivent ensuite fréquenter le gymnase, mais sans avoir de maître de discipline auprès d'eux. Après, ils viennent eux-mêmes au gymnase continuer à s'exercer. La structure grecque est une structure toute petite. C'est-à-dire que pour les images qu'on a, notamment pour l'olympisme, on a un maître qui peut être professionnel. On peut aussi avoir des membres de la famille qui assistent l'individu dans sa préparation. Et on connaît comme ça de grandes familles d'athlètes, de père en fils. Et c'est le père qui forme ses enfants pour qu'à leur tour, ils soient en capacité de briller à Olympie. C'est le cas, par exemple, de Diagoras de Rhodes, le boxeur, lui et ses fils. C'est une génération de vainqueurs athlètes. Et la cité de Rhodes est très fière de ce Diagoras. La preuve, c'est qu'à Rhodes, il y a une statue qui reprend le modèle de la statue antique, Diagoras, porté par ses fils vainqueurs à Olympie. Une fille de Diagoras a concouru, elle a voulu se travestir en garçon, et puis comme on a dévoilé qu'elle était une fille, on a failli la mettre à mort, et elle a été sauvée seulement parce que le nom de Diagoras était si important qu'on a préféré alors éviter un sacrilège, et on l'a laissée vivante, cette fille de Diagoras qui a voulu concourir comme ses frères. Alors ça, c'est le monde grec. Dans le monde romain, je reprends ma diapo du monde romain avec des chars, mais c'est plutôt avant. Dans le monde romain, ce qui est très intéressant, c'est que les Romains ne laissent pas de place au hasard, parce que les concours, j'arrive à mes concours, sans doute là, voilà, je vais prendre celle-ci. Les concours à Rome sont codifiés 4 écuries. Les rouges, les bleus, les verts, les blancs s'affrontent. Donc on a des chars qui sont liés à l'une des 4 grandes écuries qui concourent. Ces écuries sont de véritables, je cherche le mot, des clubs. Je prends l'exemple des clubs sportifs football. On a un centre de formation, on a des médecins du sport, diététiciens, kinés, etc., préparateurs physiques, etc. Et bien les écuries romaines sont exactement les mêmes. Donc dans l'écurie des rouges, il y a des centaines de chevaux, tout le personnel qui s'occupe des chevaux, qui sont les grands compétiteurs de ces courses, et puis toute une série de personnels, des médecins, des préparateurs, pour les athlètes que sont les cochers des auriges. Et on a même des écoles pour les auriges. On repère des talents et on les forme depuis l'âge de la jeunesse, de l'enfance, 10 ans, jusqu'à l'âge adulte, pour en faire peut-être des professionnels, qui conduiront les chars de pointe de cette écurie dans les grands concours majeurs. Donc on est en fait dans une professionnalisation complète. Et à Rome, ces 4 écuries, rouge, bleu, vert et blanc, elles ont laissé des dizaines et des dizaines d'inscriptions. On a donc une histoire de ces clubs qui est très très bien faite, parce que ce sont alors je ne l'ai pas dit, je ne sais plus, je crois que l'empereur, traditionnellement, supporte les verts. Il me semble, de mémoire, que l'empereur a une faction préférée, et qu'il y a une des factions qui est plutôt la faction du bas peuple. Donc, vous voyez, comme un petit peu à Londres, les clubs londoniens sont les clubs des quartiers riches ou des quartiers moins riches. On est pour les Gunners, on est pour... etc. On a la même chose avec les écuries, où le peuple de Rome se sépare en fonction de sa société, sa sociabilité. J'espère vous avoir répondu. Vous avez une question également? Juste sur l'aspect des enfants qui soutiennent les bleus et les verts. Enfin, je ne sais pas si c'est la même chose en les Romains, mais quand les enfants, on a vu l'année dernière. Quand c'était plus, on pensait que c'était le cas, on avait sur le des années 70, mais ça a été un petit peu démenti. Il y a beaucoup moins de sources de vraiment un parti qui serait populaire et un parti qui serait impérial. Alors, c'est sans doute c'est mis en scène. On est dans des sources littéraires qui exagèrent un petit peu la portée. Et certains empereurs, je vais retrouver mes notes, comme ça je serai plus précis, mais certains empereurs, notamment Néron, sont des empereurs fans, militants, au sens soutien du terme. Et il me semblait quand même que pour certains empereurs, on a véritablement des documents officiels. J'ai un témoignage que je n'ai pas repris de mon exemplier, mais on a un témoignage d'un empereur qui... pour se débarrasser d'un cocher d'une écurie adverse, se fait tuer. Parce qu'il ne lui plaît pas, parce qu'il fait perdre son équipe. Donc on a une intervention impériale qui peut être très forte. L'empereur veut que son équipe gagne. Et il fait tout ce qu'il faut, par les donations et par les moyens du bord, pour que son équipe puisse remporter le prix. Il y a un dernier sujet qui est intéressant également. Quand je parlais de dopage et de tricherie, c'est une diapo que j'ai laissée de côté. La voici. Les concours à Rome sont des concours où on a des jeux d'argent. Et donc, autour de ces factions, on a des fans, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui, dans la population, sélectionnent une faction dont ils sont les soutiens prioritaires, et un système de paris. Donc, ce qu'on n'oubliera pas, c'est que ce sport, il a donné lieu à des échanges d'argent, et on est prêt à tricher pour gagner beaucoup. Donc,
ces échanges d'argent qui excitent la populace et qui sont les paris en ligne. Alors on parie directement au stade, directement au cirque, mais on parie avec des parieurs professionnels qui prennent les paris des membres du peuple qui, eux, soutiennent donc leur public. Voilà, on est vraiment sur des formes de sport qui sont assez modernes à Rome, finalement. Oui, on vous écoute. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises contre le dopage, la tricherie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez de côté? Alors, c'est pas pour autant mis de côté, puisqu'on a quelques exemples au témoignage, donc ça existe, c'est pas beaucoup mis en scène. Là, dans le cadre du dopage, alors il y a 3 types de dopage. Vous pouvez vous doper à l'entraînement, vous pouvez vous doper en compétition entre amis, tricher, et puis vous doper en compétition officielle, donc des concours. Et à l'occasion des concours, donc c'est le travail des juges, et c'est un travail compliqué, de repérer des tricheries et d'expulser les tricheurs du concours. Donc on a normalement une possibilité à la fois de sanction et de vérification des tricheries. Quelqu'un qui est pris à tricher est normalement à la fois sanctionné moralement, quitter le concours, et sanctionné physiquement par une offrande à faire obligatoirement au dieu du concours. Alors normalement, voilà, c'est ce qu'on suppose, mais on a très très peu de documentation, comme pour le dopage dans les années 1930-1940, où on sait qu'il existe, mais où on a très peu de textes expliquant qu'à Berlin, puis en 1948 à Londres, puis après à Rome dans les années suivantes, les athlètes se chargeaient, entre guillemets, pour remporter des victoires. Mais c'est une réalité antique. Aussi par rapport au dopage, il me semblait que dans certains niveaux, il y avait une période où ceux qui avaient les athlètes devaient se réunir au même endroit et commencer à se traiter au même endroit, 2 heures olympiques, et que ça participait à cette lutte contre les points d'uniformisation de l'entraînement. Oui, alors vous pensez donc effectivement il y a une période qui correspond à plusieurs semaines. Donc on fait venir les athlètes plusieurs semaines à l'avance. Ces athlètes sur le site d'Olympie s'entraînent, continuent à s'entraîner sous le regard des juges. Et alors ça sert 2 choses. Les juges, quand il y a beaucoup de gens qui viennent à Olympie pour se présenter au concours, le nombre de places est très restreint. C'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais on considère que par exemple pour les courses à pied, il devait y avoir jusqu'au maximum d'une vingtaine de coureurs en même temps sur le stade. Pour les courses de chars, on sélectionnait un nombre de chars limité, en général 6, 8, parce que la dimension de la piste n'était pas suffisante pour davantage. Donc on ne court pas en peloton. Et que pour les épreuves de lutte, par exemple, on avait un tableau des concurrents qui était très restreint, c'est-à-dire en général 8, 12, pas beaucoup plus, jusqu'à 16 au maximum. Donc un tout petit tableau. Et donc le travail des juges pendant ces semaines-là, c'était d'évaluer la compétence de ceux qui se présentent à Olympie et de ne garder que les meilleurs. Donc de qualifier pour le concours les meilleurs des athlètes qu'ils observaient. Donc effectivement, ça pouvait servir à vérifier leur alimentation, à observer éventuellement leur pratique. Mais de toute façon, le cas de tricherie, ce n'est pas une tricherie préalable, c'est pendant le concours alors qu'on qualifie une tricherie. Si un athlète pose difficulté, les juges ne le qualifiaient pas pour le concours. Donc la tricherie, j'en parle qu'à l'occasion du concours, strict. Donc là, c'est la différence avec nous, on a une sorte de suivi du dopage avant les compétitions. Pour les anciens, c'est le jour de la compétition que la tricherie est ou non observable. Oui. Pour l'héritage des Olympiques, on n'a pas aussi la question multiculturelle un petit peu. Parce qu'à l'époque, c'est que les Grecs, maintenant, même dans le siècle dernier, c'est uniquement ceux qui sont un peu comme nous qui peuvent être acceptés. Je crois que quand il y avait les Jeux à Berlin, il y avait des contre-jeux en Espagne parce que l'Allemagne ne pouvait pas vraiment être considérée comme acceptable dans une société des nations. Alors ça, là on touche maintenant à ce que vous appelez dimension culturelle et plutôt une dimension politique. Vous parliez de l'Espagne, donc des jeux de confrontation, l'Allemagne nazie. Alors le cas de l'Allemagne nazie est très intéressant parce que, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais quand le comité international olympique a donné à l'Allemagne les Jeux, Hitler n'était pas encore au pouvoir. Donc les Jeux ont été donnés avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ensuite, l'Allemagne nazie a donné tous les gages politiques et sportifs demandés par le CIO pour installer ces Jeux. Donc l'Allemagne a fait absolument tout ce que le CIO lui avait demandé dans le programme olympique. Il y a une discussion qui se fait comme maintenant sur les épreuves, leur nature et le calendrier. Le CIO a reçu les gages que, par exemple, les athlètes juifs pouvaient concourir aux Jeux de Berlin. Les Allemands se sont engagés à ce que les juifs puissent venir. Et on a des athlètes juifs américains, on a des athlètes noirs américains à Berlin, Jesse Owens, et on a, alors, après la tricherie, c'est que les nazis ont durci leur loi sur la condition juive,
avant 1936, et que donc ils ont tout fait pour que les athlètes juifs ne puissent pas être compétitifs pour les Jeux de Berlin. En les empêchant de s'entraîner, ils ont rendu inefficaces ces athlètes, et donc ne les ont pas sélectionnés pour les Jeux. Donc il n'y a pas d'Allemands juifs aux Jeux de Berlin, mais les Allemands ont en fait modifié leur mode de sélection. Mais par rapport au CIO, ils ont permis que des étrangers, quelle que soit leur nationalité ou leur peau, donc couleur de peau, puissent concourir. Donc effectivement, c'est le décalage. Les Allemands en ont fait des jeux politiques, mais ils ont conservé le calendrier, le cahier des charges de cette époque-là, à peu près officiellement. Donc ils ont donné des gages au CIO qui a empêché le CIO de renoncer aux Jeux de Berlin, parce que tout était fait à Berlin, pour bien accueillir les délégations. Alors c'est vrai que c'est un regard, parce que nous, on a un regard contemporain sur la suite. Mais en 1936, les Jeux de Berlin, c'est une réussite pour tout le monde. Pierre de Coubertin, qui assistait à ces Jeux, parce qu'il était non plus membre direct du CIO, mais premier membre, président honoraire, a dit « Ces Jeux sont une magnifique réussite, c'est merveilleux. Ce sont les meilleurs Jeux que j'ai jamais vus. » Donc Pierre de Coubertin a cautionné ces Jeux. Pierre de Coubertin était très conservateur et très proche du parti nazi également. Il a résidé en Suisse à la fin de sa vie et il avait sans doute une vision des Jeux. Je ne l'ai pas dit, mais Pierre de Coubertin ne voulait surtout pas des femmes dans les Jeux modernes. Il avait milité pour que les femmes ne soient pas présentes dans les Jeux, et le CIO a écarté de Coubertin pour aller vers une démocratisation des Jeux et une ouverture de ces Jeux. Alors, effectivement, on touche au politique et on touche au regard sur les Jeux. Mais on aura la même situation pour chacun des Jeux modernes, qui sont tous connotés politiquement, jusqu'aux Jeux de Paris, qui seront une mise en scène de la République française, de la culture parisienne, un président de la République qui se mettra en scène peut-être aussi. Ce sont des jeux politiques, même s'ils ne sont pas pensés comme une démonstration politique au départ. Ce seront aussi des jeux politiques. Est-ce qu'on a fait le tour de vos questions, semble-t-il? Une dernière. Une question un peu en marge. Est-ce que c'est un mythe ou non que dans l'Antiquité, les guerres s'arrêtaient pour La trêve olympique. Vous avez remarqué qu'il n'existe pas de trêve olympique contemporaine. Donc la période de l'olympisme, en plein milieu de l'été, ça tombe bien. Les guerres s'arrêtent en plein milieu de l'été, pense-t-on, peut-être. Mais il n'y a pas de trêve olympique contemporaine. La trêve olympique ancienne, alors pour le monde grec, est en grande partie une trêve régionale. Donc ce qu'on peut en comprendre, c'est que la spondée, la trêve, s'appliquait pour une période de plusieurs semaines avant les Jeux et une période de plusieurs semaines après les Jeux, de manière à permettre aux voyageurs spectateurs, et pas aux participants, aux spectateurs de venir au sanctuaire, puis d'en repartir sans être molestés par des vagabonds, des brigands, ou dans une guerre, pris à partie dans une guerre régionale sur le parcours qui les amenait à Olympie. Ce qui est certain, c'est que si cette trêve a existé, elle n'a pas eu de grande postérité, parce que les concours olympiques ne se sont jamais arrêtés, disaient les anciens, depuis 776, mais la guerre du Péloponnèse, par exemple, elle les a rendus difficiles à organiser. Donc ce qu'on observe, c'est que la guerre du Péloponnèse ne s'est pas arrêtée tous les 4 ans pour l'olympisme. En revanche, les Athéniens n'ont pas pu venir concourir à Olympie pendant cette époque-là. Les Jeux étaient sous domination de Sparte, d'Élis, de 2 cités péloponnésiennes. Donc trêve olympique, c'est une notion qu'on a pour l'époque archaïque, qui est sans doute, comme les anciens aiment bien le dire, une tradition, une conservation d'une tradition, mais qui n'a jamais arrêté les combats physiquement. On a un seul témoignage des Spartiates mis à l'amende parce qu'ils n'auraient pas respecté la trêve olympique. C'est un unique témoignage. Ça n'a pas empêché la guerre du Péloponnèse et les guerres du IVe siècle de se dérouler en plein cœur de l'été. Voilà, donc je pense qu'on est sur une tradition modestement respectée. On s'arrête là? Ben, merci à vous, bonne soirée, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine conférence. Quelqu'un d'autre? Donc, alors, on vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Donc, bon, on remercie aussi Franck Préteux pour avoir aimablement accepté de venir aujourd'hui. Donc on vous retrouvera une prochaine fois pour des conférences ou pour un autre événement. Donc pour être au courant, pour avoir les dernières nouvelles sur les événements qu'on propose, donc on vous suggère de nous suivre sur Instagram. Donc en nous suivant, vous aurez toutes les infos. Justement, dès qu'elles seront publiées, vous aurez les infos sur nos tout derniers événements. Voilà, bonne soirée à tous. Merci.
Merci.